Alors d'abord, un immense merci à vous deux d'avoir pris le temps. On sait que vous êtes quand même excessivement occupés, donc ça montre vraiment tout votre intérêt pour les problèmes de transition. Je vais peut-être commencer d'abord par toi, Marie-Ève, puisque Mhm. ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Puis moi, je t'ai connue justement dans tes rôles où tu avais des responsabilités pour améliorer les parcours de soins et les fluidités dans différents domaines pour aider en tout cas le CHUM à Mhm. être un petit peu plus en lien avec le réseau. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire comment tu t'es intéressée à ça et puis quelles sont un peu les leçons que tu as apprises? Puis peut-être nous donner quelques exemples aussi de ce qui a été fait au CHUM dans ce domaine-là. OK, large question. Oui, c'est ça, comme Tu ça. Ouais. m'arrêteras quand je m'étendrai trop. Comment je me suis intéressée à la notion de réseau? Ben, en fait, beaucoup, je pense que dans une carrière, il y a beaucoup de concours de circonstances, mais moi, j'ai commencé à travailler. Mes premières années, j'étais dans un hôpital communautaire, donc j'ai connu cette réalité-là. Mais ça fait quand même 14 ans que je suis en milieu universitaire. Fait que c'est une réalité bien différente, vous le savez. Ça fait 8 ans que je suis au CHUM, mais avant, j'étais au CHU Sainte-Justine. Puis j'ai eu, en fait, mon rôle était vraiment axé sur le réseau, autant au niveau local, en fait, avec le Centre de coordination de la périnatalité du Québec, qui n'était pas sous ma responsabilité, mais je veux dire, qui a été mis sur pied par Sainte-Justine, qui est d'ailleurs, je tiens à le dire, un précurseur, là, je pense, en coordination réseau et tout. Donc, et je travaillais aussi au niveau d'un réseau international, le réseau Mère-Enfant de la francophonie, qui était plus axé sur le partage de connaissances et tout. J'ai fait un peu d'aide humanitaire, puis je vous dirais que ces quelques expériences-là m'ont amené à la prise de conscience qu'on ne peut pas tout ramener à soi. Je veux dire, c'est pas une solution pour les CHU ou pour n'importe quelle organisation. C'est vrai en aide humanitaire, c'est vrai en milieu universitaire. Pour s'assurer que les patients sont bien pris en charge, il faut partager les connaissances, il faut transmettre, il faut être généreux, il faut orchestrer des trajectoires qui sont cohérentes puis qui tiennent compte de la complémentarité des acteurs. Fait à Mm. très haut niveau, c'est un peu ça que je vous dirais, là où la piqûre a commencé, puis l'intérêt, là où j'ai commencé à me renseigner, puis à travailler un peu plus activement sur cette question-là. Après, ben, je suis arrivée au CHUM avec le mandat de mettre sur pied le centre d'optimisation des flux réseau. C'est sûr que ben, le CHUM, comme établissement non fusionné, avait des enjeux particuliers pour assurer des trajectoires fluides avec le réseau. Fait que c'est la raison pour laquelle on a décidé de mettre sur pied cette instance-là. Fait que je ne vous ferai pas l'histoire de ça, à moins qu'il y ait des questions spécifiques. Mais je pense que l'idée, c'est vraiment ça. Fait que un peu, est-ce que je réponds à ta question, Oui, c'est ça. naissance de Oui, puis l'intérêt? tu Puis... peux nous présenter un peu les deux grandes structures qui ont été développées OK, au CHUM, là, puis après, je OK. vais passer la parole Certainement, à certainement. Martin là, pour savoir qu'est-ce qu'il a fait lui, de son côté. Là. Ben, alors, ben, je reviens au COF, donc Centre d'optimisation des flux réseau, les calendriers, les dates, mais c'est 2017, je pense. Oui, c'est né en 2017. Donc, l'idée, ça a été vraiment au début de gérer les transferts entrants, transferts sortants du CHUM. Donc, vraiment, l'organisation d'une trajectoire de soins, voir à quel moment le CHUM doit être interpellé, comment on se coordonne avec le partenaire pour que l'arrivée se fasse rapidement, de façon sécuritaire, avec toutes les informations nécessaires et comment, même chose, on se prépare à la sortie du patient. Donc, ça a été mis sur pied trajectoire par trajectoire. L'approche qu'on a prise, ça a été de travailler vraiment avec les spécialités médicales volontaires au début qui voyaient un besoin puis qui avaient un intérêt à travailler dans ce sens-là, en venant bien comprendre les particularités des clientèles respectives pour bien organiser le tout. Et il y a eu 3 phases. Donc, ça, l'offre de service s'est déployée progressivement. Assez rapidement, après 1 an, maximum 2, le ministère est venu cogner à notre porte parce que de leur côté, ils étaient préoccupés par l'utilisation pertinente des lits de soins intensifs. Et qu'ils ont entendu parler du coffre, puis ils ont dit, ben c'est probablement un mécanisme comme ça que ça nous prendrait pour bien gérer le besoin versus la capacité. Fait que c'est comme ça qu'on a eu le mandat de mettre sur pied ce qu'on appelle le COULCI, là. Je vous épargne chaque lettre. Mais donc, le COULCI qui avait initialement comme mandat de gérer les transferts de patients à destination des soins intensifs. Un territoire qui est allé en s'élargissant, au début Montréal, après le 514-450, maintenant tout le Québec.
Puis c'est la même instance qui a joué, qui s'est occupée des transferts de patients pendant la COVID. Donc là, on est sorti vraiment du giron des soins intensifs. Puis à partir je pense que la coordination de transfert de patients, c'est ça aussi, c'est une expertise en soi, indépendamment de la pathologie clinique et tout. Il y a comme des bonnes pratiques à mettre en place. Fait qu'une fois qu'on est devenu bon, ou en tout cas qu'on commence à avoir de l'expérience pour le faire, c'est assez facile à exporter. Puis l'autre volet, bien, vous l'avez mentionné juste quand j'arrivais dans la salle, c'est que là, je vous ai parlé des transferts patients, mais on a aussi développé une offre dirigée aux patients, donc la ligne santé patient dont vous parliez. C'est une branche, là, c'est un proche parent du COF Poulsi et tout. Donc, même logique, mais d'être en réponse directement aux patients pour les guider, eux, dans leur trajectoire, pour faire les bons choix sur je vais consulter qui, je fais quoi comme démarche selon mon souci de santé. Très rapidement. Oui, mais c'est bien, ça plante déjà vraiment bien le décor de l'intérêt là, vraiment porté par le CHUM de travailler là-dessus. Donc, Monsieur Beaumont, Martin, nous serions aussi très intéressés à savoir comment le CHU de Québec vraiment regarde un peu ces défis particuliers sur un point de vue CHU de mettre en place des coordinations réseau. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. D'ailleurs, je ne vous ai jamais entendu plus particulièrement sur ces enjeux-là. Là. Comment vous avez pris ça en compte quand vous êtes arrivé en tant que PDG au CHU de Québec, Université Laval? Là, il va falloir qu'on lui donne l'autorisation de parler. Oui, merci de me donner l'autorisation. Donc, bonjour Dr. Paumé, bonjour tout le monde. Encore une fois, bravo pour l'initiative d'aujourd'hui puis de Parole Onco. Donc, je vous dirais qu'en termes de défis particuliers pour ce qui est de la coordination, je vous dirais que nous, actuellement, on l'a à 3 niveaux. Il y a un niveau très, très, très local à l'intérieur du CHU même. Ça veut dire comment on coordonne l'ensemble des rendez-vous, l'ensemble des services diagnostiques, l'ensemble des investigations. Donc, il y a vraiment une coordination entre les 5 établissements du CHU de Québec, Université Laval, à la fois pour des offres de services particulières, mais à la fois également pour toute une coordination en fonction des outils diagnostiques qui sont mis au bénéfice de l'ensemble des établissements du CHU de Québec, Université Laval. Par la suite, quand on parle en matière d'oncologie ou de cancérologie, il y a toute une dynamique capitale nationale. Ça veut dire qu'on a un comité, par exemple, où est-ce que IUCPQ, CHU, CIUS Capitale Nationale, partenaires, soins palliatifs, maisons de soins palliatifs, communauté. Et là, tout prochainement, on va même inclure des représentants de médecine familiale et la santé publique. Et principalement, ce comité-là s'assure de couvrir l'ensemble de la trajectoire globale avant la maladie, pendant la maladie, après la maladie. Donc, on couvre l'ensemble du continuum complet. Mais une des choses qui nous différencie, je vous dirais, c'est notre volonté d'organiser l'ensemble de l'œuvre avec une stratégie ruissienne. Donc, le RUIS est extrêmement dynamique dans l'organisation des trajectoires de soins et du déploiement des têtes de réseau par foyer tumoral. Donc, ça veut dire que, par exemple, on a une équipe de coordination qui travaille avec des comités d'établissement pour le sein, pour l'oncogénétique, pour la peau, pour la prostate, pour etc., etc. Puis on a 14 foyers tumoraux comme ça qu'on travaille en concertation avec des comités par foyer tumoraux qui incluent l'ensemble des établissements de tous les partenaires du RUIS. Et là, après ça, on travaille dans des modèles hiérarchisés et on travaille vraiment, CHU de Québec, Université Laval, dans une logique de responsabilité populationnelle, mais pour 2 millions de populations de Mauricie, centre du Québec, jusqu'à Blanc-Sablon, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, nord du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est un peu la logique dans laquelle on a déployé nos stratégies de coordination et de concertation. Mais je vous dirais, ça présente quand même des défis importants. Donc, ça veut dire qu'il faut premièrement que tout le monde accepte de travailler dans une logique ruissienne, ça veut dire dans une logique de compréhension des phénomènes en lien avec le cancer, de travailler ensemble, de partager l'expertise. Ça nécessite aussi une grande adaptation des régions. Ça veut dire que, imaginez-vous demain matin, quand j'arrive, par exemple, aux îles de la Madeleine,
où est-ce qu'il y a une personne dédiée au cancer, puis j'ai dit, tu vas participer à 14 comités, bien là, ça ne marche pas. Donc, ça a nécessité des adaptations au niveau des régions et ça a nécessité également pour le CHU de reconnaître qu'il y a des pratiques de pointe, même à Blanc-Sablon, même en Mingani, même sur la Côte-Nord, même au Bas-Saint-Laurent, et de travailler tous ensemble pour reconnaître les bonnes pratiques et de travailler en transparence, en confiance, puis avec humilité pour faire avancer chacune des trajectoires. Donc, c'est un peu la façon dont on s'organise là, au niveau de cancérologie, locale, régionale, suprarégionale et tête de réseau. Moi, j'ai une question subsidiaire, là, c'est comment s'intègre vraiment la première ligne? Quel est votre interlocuteur du côté première ligne pour vraiment s'assurer, parce que les RUIS ont effectivement une façon de, quand même, qui est beaucoup en lien avec les établissements, mais comment ça se passe avec les groupes de médecins de famille universitaires, non universitaires, les réseaux aussi de santé primaire? C'est bon. Excellente question. Donc, vous voyez quand même que la façon de s'organiser en RUIS présente déjà une volonté de continuum hiérarchisé. Ça veut dire responsabilité de première ligne, responsabilité de centres régionaux et responsabilité tertiaire quaternaire. Il y a déjà une logique comme ça. Donc, si on le prend maintenant dans une logique un peu plus organisation régionale, ça veut dire dans les comités qu'on crée au niveau régional, par exemple, je vais prendre le sein. Bien, quand on a fait, par exemple, les têtes de réseau, puis la façon dont on aborde le cancer du sein, bien là, on s'est aperçu que dans la cartographie de nos processus et dans les angles morts qui n'étaient pas couvertes là, au complet et nos pistes d'amélioration, bien, l'équipe s'est aperçue que le lien entre justement les groupes de médecine familiale ou les médecins de famille était un aspect qu'il fallait améliorer. Donc, ça a fait partie des plans d'amélioration de chacune des tables et tout récemment a été développé en lien également avec le feedback des médecins de famille, une fiche de communication dans laquelle le médecin traitant ou l'équipe interdisciplinaire qui se retrouve plus en tertiaire quaternaire est en mesure de garder un lien de communication avec la première ligne dans lequel on lui dit voici tout ce qui a été fait, voici quelles ont été les étapes, voici qu'est-ce qu'on propose comme suivi, voici c'est quoi en fonction de la médication et on crée déjà des ponts à ce moment-là pour le après-traitement ou le après-maladie pour assurer les suivis et la continuité des soins. Donc ça, c'est des exemples par foyer tumoraux dans lequel on identifie des pistes d'amélioration pour améliorer je vous dirais, la connexion pour maintenir le lien avec les médecins de santé primaire. C'est un exemple. C'est un super exemple. Est-ce que tu peux peut-être rebondir là sur ce que vient de dire Martin, là, sur comment on mobilise le RUIS aussi à l'Université de Montréal et au CHU? Ben, je dois dire que je peux rebondir un peu, mais on s'inspire du modèle ruissien de l'Université Laval. Du côté du RUIS de l'Université de Montréal, la synergie et l'alignement est plus fort depuis 1 an, mais je pense que c'est reconnu au Québec, là, soyons humbles, là, qu'il y a d'autres RUIS qui se sont coordonnés bien avant nous puis qui se sont alignés sur certains projets. Fait que c'est plus récent au niveau du RUIS de l'Université de Montréal. Il y a eu un lac à l'épaule fait il y a quelques mois avec une question claire au PDG de dire sur quoi vous voulez qu'on concentre nos efforts, sur quel projet commun vous voulez qu'on se concentre. Et bon, ils sont en train encore d'analyser les résultats, mais c'est clair que ça touchait l'organisation des soins, la hiérarchisation des soins. Fait que je pense qu'on va s'inspirer de ce qui a été fait au CHUC Université Laval, puis dans le RUIS de l'Université Laval, parce que on est encore dans le RUIS de l'Université de Montréal en action-réaction. On réagit, on soutient les uns les autres en cas de bris de service. On est là, mais de planifier puis de bien orchestrer les choses, je pense que la réponse honnête, c'est celle-là. D'accord. Et puis justement, en cancérologie en particulier, là, il y a vraiment des enjeux spécifiques et de positionnement du CHUM pour
qui est quand même aussi une tête de proue pour quand même un territoire excessivement large. Là, comment tu vois, toi, cette coordination réseau au niveau de la cancérologie, la manière dont elle va se structurer là, dans les prochaines années? On fonde beaucoup d'espoir en Ouais. Jessica. Qui dit ça. Fait que la réponse Heureusement porte un qu'elle est nom là. et un... Non, non, mais blague à part, Ben, écoute, on a perdu je quelques voulais la centimètres. faire rougir, puis je pense que ça a fonctionné. Non, mais encore là, je pense qu'on a toute l'expertise au CHUM pour bien orchestrer des trajectoires réseau, mais ça vient, je vais rebondir sur ce que M. Beaumont a dit, ça prend une volonté commune. Fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui joue le rôle de chef d'orchestre, qui ait une posture d'humilité, qui reconnaisse que l'expertise n'est pas dans un seul centre, elle est partout, qu'on établisse ensemble, qu'on dessine ensemble les trajectoires, les cartographies, puis qu'on s'assure d'être complémentaires les uns avec les autres. De toute façon, au Québec, on n'a pas vraiment le loisir de se piler sur les pieds puis de dupliquer l'offre de service de l'autre. Fait qu'il y a de la clarté à amener là-dedans. Fait que je pense pas que ça va nous prendre des années, honnêtement, bien organiser les réseaux pour lesquels on est leader, là. Mais Jessica va tout régler. Non, c'est pas vrai. Alors, nous, on a une thématique quand même beaucoup qui est passion partenaire. Puis, j'aimerais bien, peut-être, je vais commencer par Monsieur Beaumont, là, dans les différents niveaux que vous nous avez partagés, là, de la manière de hiérarchiser les soins et puis de les coordonner. Comment vous voyez l'intégration des patients partenaires? Bon, c'est une excellente question et je vous dirais même l'année passée, quand je suis venu vous voir, vous m'aviez même mis au défi là, de mieux, si je me souviens bien, de mieux coordonner, de mieux les supporter, d'être capable de leur offrir un accompagnement pour être capable qu'ils jouent leur plein potentiel. Donc, je vous dirais que la façon dont on l'a travaillé, c'est que le patient partenaire a un rôle à jouer, mais on a trouvé quand même dans le domaine de l'oncologie, tout acabit, là, que le patient accompagnateur amenait encore plus de valeur, mais amène un rôle qui est complètement différent. Donc, comme vous le savez, puis je vais prendre l'exemple là, de la trajectoire qui est très transversale à tous les têtes de réseau, tous les foyers tumoraux, c'est tout ce qui touche l'oncogénétique ou des approches un peu plus de médecine de précision dans lequel maintenant le patient ou la patiente accompagnatrice fait partie intégrante de la trajectoire de soins. Mais par contre, quand on a évalué ces modèles-là, notre enjeu était vraiment comment on assure la pérennité, comment on assure l'accompagnement, comment on assure toujours le renouvellement. Et là, on avait des expériences en cancer du sein, et on avait des expériences en oncogénétique, mais quand on arrive, par exemple, à déployer l'ORL, ou quand on arrive à déployer le poumon, ou quand on arrive à déployer la dermato ou quelque chose comme ça, ben là, c'est bien beau, on a eu des succès avec un premier foyer tumoral, mais là, il faut répliquer ça, puis on s'est aperçu qu'on n'avait pas une structure pérenne pour être capable de faire la mise à l'échelle au niveau des 14 têtes de réseau et de bien accompagner également tous nos partenaires ruissiens dans la mise en place. Donc, tout récemment, c'est tout récent quand même, là, c'est pas... tout récemment, on a adopté, on a autorisé à la direction cancérologie l'embauche d'un nouveau poste de professionnel et sa fonction principale à cette dame, c'est de s'assurer du recrutement, de l'accompagnement et de l'atteinte du plein potentiel dans chacune des têtes des foyers tumoraux, du déploiement du patient accompagnateur, qui est, selon moi, une responsabilité supplémentaire à l'égard d'un patient partenaire qui, lui, a une responsabilité de faire vivre son expérience de soins pour générer de l'amélioration continue dans la trajectoire. Mais le patient accompagnateur, lui, il a un impact dans l'épisode de soins même. Donc, il est une personne qui va permettre une certaine évaluation. Comme vous le savez, il y a une place dédiée pour lui pour écrire dans le dossier patient. Il va donner son avis aux professionnels, il va donner son avis aux médecins. C'est un membre d'une équipe interdisciplinaire. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer, quand on veut assurer la pérennité,
que ces gens-là soient bien supportés pour atteindre leur plein potentiel. Donc, il y avait là chez nous là, quelque chose qui était une certaine lacune. Et suite à la pression que vous m'avez mis l'année passée, je n'ai pas eu le choix de passer de la parole aux actes et supporter mon équipe à l'égard de l'embauche de ce type de professionnel. Donc, j'espère que cette année, aucune pression me sera mise supplémentaire. Ah non, mais vraiment, toutes mes félicitations, vraiment, Martin, pour avoir fait tout ce travail-là. Là, c'est absolument incroyable. Et puis, nous avons la ressource d'ailleurs dans la salle présentement. Et elle est, je pense, vraiment très bien intégrée déjà dans Madame l'équipe. Thériault, ben, elle vient de commencer, Madame Thériault. C'est tout nouveau, je pense. Exactement. Et on voit qu'elle est déjà bien intégrée, donc c'est vraiment remarquable. Donc, non, mais vraiment, c'est impressionnant de voir la capacité de réaction et ouais, c'est ça, d'avoir dit et d'avoir fait vraiment dans des délais excessivement courts. Dans le cadre donc de notre projet là, qui est Continuum, Parole en Co, où on essaye vraiment de travailler à faciliter la trajectoire en particulier du cancer du sein. Il y a le plan de lutte contre le cancer qui est sorti il y a quelques jours. Puis là, il y a maintenant alors, attends, alors, il y a les axes et après, il y a les actions. Il faut vraiment que je m'y mette là. Axes et actions. Et puis, on s'est rendu compte que dans les actions, il y avait vraiment beaucoup de choses de Continuum Parole en Co qui étaient dedans. Là, je pense qu'il y a 6 ou 7 actions qui sont en lien. Donc, bon, on avait déjà Bravo. Parole en Co, ouais, c'est ça, dans pas mal, dans l'axe 1 et puis dans l'action 4.1. là. Mais comment on réagit aussi quand on reçoit comme ça un plan du ministère en tant que PDG du CHUV et qu'on se retrouve avec toute cette liste d'épiceries quand même qui est quand même assez costaude et comment on s'y prend, ouais, comment on voit ça là? Je serais intéressée de voir un peu. J'aime ça, tu as des questions surprises, Pascal. Oui. Hey, moi, j'ai hâte de répondre à ça. Ah oui, hein? Ben, je peux vous passer la parole. Non, 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 mais non, rapide. allez-y. Non, c'est ça. Ben, premièrement, on est habitué. Ça arrive assez Ouais, c'est ça. fréquemment. L'important, c'est d'avoir des porteurs clairs dans notre organisation. Là, je vais être dans de la gestion pure et simple, mais c'est souvent, il est souvent là le problème de dire, OK, qui va être responsable de s'assurer de la mise en place de. On se dit souvent, c'est basé sur des expériences, des bonnes pratiques et tout. Donc, il y a quelque chose d'avantageux là-dedans aussi. Ça nous évite parfois de nous casser la tête et de dire, bon, parfait, ça a été testé, éprouvé, on va de l'avant tout de suite avec un plan d'action, mais comme PDG, on met ça. Donc, on désigne quelqu'un de responsable, on s'assure que cette personne-là met sur pied les mécanismes de suivi qui sont requis, on suit s'il faut suivre, mais je veux dire, il y a des équipes qui sont formées pour faire ça, là, qui existent pour faire ça, mais puis on s'assure que ça fait du sens pour les équipes. En fait, je dirais ça. Moi, j'évite de dire à l'interne, on fait ça parce que c'est une demande ministérielle. C'est très important, les demandes ministérielles, mais on est là pour les patients, on est là pour les équipes. Fait que s'assurer, je trouve que c'est beaucoup ça, notre rôle à la direction générale, s'assurer qu'on fait des demandes qui font du sens avec l'ensemble de nos actions pour que les équipes soient mobilisées puis aient envie d'y contribuer. Et puis, je reprendrai les mots de Herman, là, Nabi, qui est avec nous, là, et puis qui est co-chercheur principal sur ce projet, en disant « et la recherche ». Exact. Oui, oui. Ben, en fait, quand je dis un porteur, là, nous, on a un peu l'attente dans un centre hospitalier universitaire que nos missions vivent de façon intégrée. Là. Alors là, quand je parle de ça, je ne parle pas juste du volet soins, c'est implicite pour moi. Là. Il y a des activités d'enseignement. On est là, je l'ai dit d'entrée de jeu dans mes premiers propos, c'était comment on partage les connaissances, comment on les transfère, mais M. Beaumont a tout à fait raison, c'est bidirectionnel. On a beaucoup à apprendre de nos partenaires du réseau aussi. Mais donc, quand on a une demande comme ça, on s'assure de voir comment elle peut s'actualiser dans un contexte de milieu universitaire. Fait comment on décline un axe enseignement à ça, comment on décline un axe recherche. Heureusement, au CHUM, nos axes d'excellence, soins et recherche sont presque parfaitement alignés. Fait qu'on réussit
très souvent à trouver, à mettre des pairs, des co-responsables clinico-administratifs, médicaux, qui ont aussi un chapeau de chercheurs. Mais oui, il faut que ça vive de façon intégrée, puis qu'on évalue les retombées de ça. Puis j'ajouterais un petit bémol, s'il y a des éléments qui nous questionnent dans ces plans d'action-là, bien, parfois, on se permet aussi de les challenger, puis d'avoir des discussions avec les instances, le ministère et tout ça pour voir si on peut apporter des amendements. On se permet ça parfois. Ouais. Puis on va pas se lancer des fleurs, là, mais quand même, le fait de pouvoir faire des travaux de recherche dans des environnements comme les vôtres, là, dans les 3 établissements, parce qu'Alcius aussi de l'Est de Montréal, on a été capable de pouvoir publier des données probantes vraiment sur l'apport des patients accompagnateurs. Et en l'espace de 4 ans, c'est quand même inscrit dans une politique nationale. Donc, ça montre à quel C'est point admirable. c'est ça, c'est des transferts de connaissances qu'on est capable de pouvoir faire, et puis grâce à des milieux comme ceux que vous nous offrez en tant que chercheurs pour pouvoir travailler. Alors, Martin, à vous, là, comment vous réagissez là, quand vous voyez arriver, je ne sais pas combien d'axes d'action comme ça, paf, avec En plus, j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà une petite reddition de comptes quelques mois plus tard, là, donc. Mais écoutez, comme le disait ma collègue, il y a quand même une certaine habitude de recevoir ce genre de choses-là. Mais c'est un bel exemple, selon moi, la cancérologie, de la façon de s'inscrire dans une logique de développement de politique publique et de grands programmes qui ont pour but de faire converger la province. Et selon moi, là, ce que j'ai trouvé hyper intéressant là, dans les derniers travaux du docteur Latreille, par exemple, c'est qu'il y avait un niveau juste assez dosé pour laisser cette espèce d'agilité, de proximité, pour être capable de garder la dynamique qui est propre, par exemple, à la capitale nationale ou à notre façon de travailler en RUIS. Et on nous a demandé après, voici les orientations. Les orientations, il ne faut pas l'oublier, ont été développées aussi en partenariat avec la base, avec la base dans laquelle on a été capable de donner nos opinions en fonction des différentes gouvernances en cancérologie. Donc, il n'y avait pas de surprise quand ces éléments sont arrivés. Et j'ai apprécié, moi, qu'on me dise, voici les orientations gouvernementales ou ministérielles. Maintenant, quels sont les leviers qui vous ressemblent, que vous allez mettre en place pour réussir à atteindre les objectifs? Et après ça, il ne faut pas oublier que ça a mobilisé toute notre gouvernance en cancérologie avec cette espèce d'ancrage. Puis là, on a tous travaillé ensemble à développer, nous, notre plan directeur des 3-4 prochaines années pour dire maintenant comment on s'assure de contribuer à l'atteinte de ces objectifs-là. Et en plus, on a envoyé un plan. On a déjà reçu de la rétroaction en disant, écoutez, vous n'avez pas assez mis l'accent sur la pédiatrie, on aimerait avoir plus d'informations là-dessus. Donc, et je pense que ça, c'est la définition pour moi d'un accompagnement juste, mais de laisser aussi la latitude des gens de faire preuve de créativité, d'innovation pour atteindre cette espèce de but commun. Et en tout cas, à l'interne, je vais vous dire, là, la rédaction du plan directeur du programme de cancérologie a été un élément, encore une fois, rassembleur qui a remis tous les foyers tumoraux, que ce soit chirurgical, que ce soit médical, hémato-onco, radio-onco. Ça permet de faire des renouvellements conjugaux puis de dire, c'est là qu'on s'en va, puis on fait des fronts communs, on crée du sens. Donc, pour moi, là, ça a été très bien fait, bien dosé pour respecter aussi les établissements de proximité. Vraiment remarquable. Puis je sais qu'au CHUM aussi, il y a eu des grands bouleversements pour la cancérologie. Oui, effectivement, on a revu la gouvernance de façon importante pour en faire un centre encore plus intégré. Donc, l'idée à la base, c'était 2 choses: d'envoyer un message fort dans l'organisation en créant, en dédiant un cadre supérieur à la cancérologie. Je veux dire, si on dit que c'est un de nos axes d'excellence, encore faut-il mettre des moyens puis des ressources autour de cet axe-là. Et bon, il y a eu un changement de direction, mais il y a eu aussi un élargissement du centre intégré avec l'intégration de la
radio-oncologie pour vraiment s'assurer que nos trajectoires patients soient le plus intégrées, fluides possible. Les structures ne répondent pas à tout, mais je trouve que ce sont des éléments qui viennent faciliter, qui viennent envoyer des messages, qui viennent faciliter, puis après, il faut travailler en mode transversal. Et surtout, le message qu'on a envoyé aussi, c'est de dire au-delà de la structure hiérarchique puis de la gouvernance, les gens qui portent la cancérologie au CHUM sont responsables des patients dans toute leur trajectoire, peu importe où est-ce qu'ils vont consommer des soins. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on l'a positionné. On est confiant. Peut-être un élément complémentaire de Topomé, puis ma collègue le disait tantôt, quand on a réfléchi ça également, on ne pouvait pas dissocier la mission d'enseignement et la mission de recherche, qu'elle soit clinique ou fondamentale. Donc, ça a tout été réfléchi dans des logiques de Fully Integrated Clinical Unit, où est-ce que l'enseignement, la recherche fait partie prenante des trajectoires pour permettre le recrutement, permettre l'accès aux thérapies innovatrices, puis d'être capable de permettre aux chercheurs d'aller chercher leurs données, de recruter le patient, d'aller chercher le consentement. Donc, ça se fait vraiment de façon intégrée sur les mêmes plateformes, sur les mêmes milieux. Et ça, c'est extrêmement payant pour la recherche clinique et même pour la recherche fondamentale. Voilà. Ben, je pense qu'on peut se mettre au défi là, pour la prochaine année là, de commencer à implanter un certain nombre d'interventions qui vont permettre encore d'améliorer une meilleure synergie entre les soins hospitaliers et puis les soins donnés dans la communauté et aussi bien sûr par la première ligne. Et puis grâce évidemment à cette intégration à la fois clinique, recherche, enseignement, on va être capable, je pense, de pouvoir être des innovateurs au niveau international pour montrer aussi qu'on est capable au Québec d'avoir des modèles performants qui ont vraiment un impact sur la vie des gens et aussi sur le quotidien des professionnels pour qu'ils soient moins en souffrance et puis qu'ils soient encore plus heureux d'aller au travail. Donc, dans un an, on va vous faire un petit peu compte rendu là, à tous les deux là, pour vous dire un peu, ça va être à nous un peu d'être mis au défi là, comme on vous avait mis au défi l'année dernière. Ah oui, c'est bon. Donc, oui, c'est bon. Hein? Ah ouais, on fait quand même les vases communicantes, là, c'est un peu normal. Donc, vraiment, au nom de nous tous, on voudrait vraiment vous remercier infiniment pour votre temps, votre disponibilité, votre grande transparence aussi là, dans la réponse aux questions. Parce qu'il y a effectivement quand même pas mal de pain sur la planche à mettre en place, même s'il y a déjà des bonnes bases au CHUM, et puis il y a déjà des gros travaux qui ont été réalisés au CHU de Québec. Et puis encore merci là vraiment pour votre accessibilité, votre disponibilité à être toujours présent pour des beaux défis comme cela. Donc merci. Merci pour Merci l'opportunité. beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Bon, bah écoutez, quelle belle journée, là, franchement. On a quand même, ouais, c'est impressionnant. Puis d'avoir la chance d'avoir deux PDG quand même pour réfléchir avec nous sur ces travaux. Et puis de voir que ben, ils nous attendent quand même un peu au tournant, là. Donc, il faut aussi être à la hauteur, en sachant qu'ils nous ont mis quand même, ils m'ont bien expliqué un peu le terrain de jeu le plus favorable possible pour pouvoir avancer sur notre continuum Parole Onco ensemble pour la prochaine année. Donc, ce que je propose là, c'est à partir de ce qu'on a dit tout à l'heure, là, vraiment de revenir un peu sur toutes les interventions. Le PowerPoint aussi va être partagé, évidemment, auprès de tous, parce qu'il y avait énormément d'informations super intéressantes qui étaient là. Toute la journée a été enregistrée, donc vous pouvez aussi revenir sur ce qui a été aussi partagé pendant la journée à travers, évidemment, l'enregistrement. On va refaire, je pense, une séance en ligne avec toutes les personnes qui sont intéressées pour qu'on revienne un peu sur les acquis, ce qu'on a appris, ce qu'on a retenu aussi de la journée pour commencer un peu à hiérarchiser. Puis après, évidemment, dans chacun des établissements et en lien évidemment avec l'équipe de recherche, on va bâtir un peu notre plan de l'année pour que dans un an, on commence à voir quand même quelques petites bribes d'évaluation, de début d'implantation pour voir un peu comment ça se construit, qu'est-ce qu'on apprend, puis qu'est-ce qu'on se donne comme objectif, parce que je vous rappelle que c'est quand même un projet où on a la chance d'avoir un financement pour 4 à 5 ans. Donc, ça vaut la peine, en tous les cas, de l'optimiser et puis de s'offrir une bonne fondation et puis de commencer à bâtir et de pouvoir évaluer en même temps qu'on bâtit pour voir comment on peut encore s'améliorer au fur et à mesure. Donc, je vais te laisser peut-être la parole pour la fin.
Avec Oui, plaisir. merci beaucoup pour cette belle journée. C'est toujours rafraîchissant, en fait, d'écouter les témoignages, de voir en fait ce qui se fait justement au niveau du terrain. Et puis, effectivement, remercier Monica, Cécile, et puis Asma, et puis Louise qui n'est pas là aujourd'hui. Et puis, je ne sais pas qui l'autre, Manuel, tout ça pour l'organisation en fait de cette journée. Ça a l'air comme ça, mais c'est quand même beaucoup de travail quand même derrière pour organiser ça. C'est ça. Donc, je pense que ce soir, ça va être peut-être un peu mieux. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence, votre participation. Et puis, ouais, ouais.